Je suis donc Ndolenodi Alix Naimbai, secrétaire d'État aux finances et au budget actuellement. Alors, pour en venir à mon parcours professionnel, après mes études, je suis rentrée donc au Tchad en 2002 sur une promesse d'embauche qui, une fois arrivée sur place, ne s'est pas concrétisée. Mais qu'à cela ne tienne, je me suis lancée dans la recherche d'emploi. Et j'ai pu trouver donc à l'époque un poste d'assistante administrative à l'ambassade d'Allemagne, puisque je suis germanophone aussi. Et en même temps, j'ai ouvert un cabinet de conseil en marketing, formation, recrutement, qui s'appelait donc Synergis. Et pour pallier à un manque que j'avais constaté lors de ma recherche d'emploi, c'est-à-dire la difficulté de la circulation d'informations, puisque je me rendais compte que quand on ne connaissait personne, quand on n'avait pas de réseau localement, il était difficile d'avoir la moindre information. Et donc j'ai lancé un journal d'annonces gratuites qui s'appelle Focus, qui avait donc pour objectif de faire circuler toutes les informations relatives au monde du travail, les petites annonces commerciales, mais aussi avec un encart qui portait sur les parcours pour parvenir à telle ou telle carrière professionnelle. Donc tout ça pour concourir en fait à rendre l'information disponible. Concernant ce journal qui a été assez difficile, puisque je me rendais bien compte à l'époque que les entreprises communiquaient peu. J'avais 2 ou 3 annonceurs, c'était la Star Nationale, les brasseries du Tchad et puis je crois la MCT, mais la plupart ne prenaient pas d'encart, donc il était difficile de s'autofinancer. Donc c'était quand même une expérience assez probante qui permettait aussi de constater qu'on n'était pas vraiment prêt à mettre 100 francs, ne serait-ce que 100 francs, pour avoir accès à une information utile, donc qui n'était pas forcément politique d'ailleurs, mais utile dans le sens de la vie de tous les jours, recherche de travail, etc., vente d'articles divers. Alors, au bout d'1 an et demi, j'ai dû quitter le Tchad. Je suis revenue quelques années après, en 2008. Entre-temps, j'ai complété ma formation en commerce international avec une formation en communication institutionnelle, ce qui m'a permis, lorsque je suis rentrée, ayant déjà pris goût à l'entrepreneuriat, de me mettre en freelance, de me lancer donc en freelance. Donc j'étais consultante et à ce titre, j'ai travaillé avec diverses institutions de la place et aussi des entreprises commerciales. Donc j'ai évolué dans les 2 volets de la communication, aussi bien institutionnelle, événementielle que commerciale. Ce qui m'a permis de découvrir des aspects de notre économie, la question du développement rural et ses problématiques, mais aussi des niches naissantes comme celle de l'entrepreneuriat des femmes, par exemple, dans le secteur de la transformation, qui n'est autre que le socle de toute industrialisation dans le monde agroalimentaire. Et donc, forte déjà de ces expériences, j'ai répondu donc à cette offre au niveau de la Chambre de commerce qui cherchait à recruter donc un nouveau management. J'ai été prise donc en tant que directrice générale adjointe, fonction que j'ai occupée jusqu'en 2018, où j'ai été appelée au gouvernement, d'abord en tant que secrétaire d'État aux affaires étrangères, et puis ensuite sur un poste cumulatif en tant que ministre de la communication, porte-parole du gouvernement et ministre des Postes et des Nouvelles Technologies. Ma première expérience donc, au gouvernement s'est terminée en janvier 2019. Je suis revenue dans le secteur privé. J'ai repris en main mon cabinet. J'ai évolué dans divers secteurs, puis en ayant à travailler de diverses manières avec les opérateurs privés. J'ai été entre autres aussi présidente du conseil d'administration du FINADEV, qui est un établissement de microfinance. J'ai occupé un tel poste aussi au niveau des télécommunications. Et je suis revenue au gouvernement donc, le 14 juillet 2020 en tant que secrétaire d'État aux finances et au budget. J'ai une carrière un peu atypique. J'ai une carrière qui est assez dense, qui implique assez étroitement les questions socio-professionnelles parce que de par ces expériences professionnelles, j'ai pu m'approcher beaucoup
du monde rural, avec toutes ces organisations, avec tous les porteurs de projets aussi. Et donc, ce qui me fait avoir des regards croisés tout au long de l'évolution de ma carrière et qui fait que je suis très souvent dans différents cadres de concertation, surtout en ce qui concerne les questions entrepreneuriales, pour lesquelles j'ai un grand intérêt, puisque c'est là qu'il faut vraiment regarder en considérant le niveau de notre économie et donc les défis qu'elle a relevés. Sincèrement, avant de mettre pleinement pied dans le secteur public, dans l'administration publique, et peut-être de par aussi une culture acquise au gré des divers mouvements ou des diverses migrations, je me considère comme un citoyen, un opérateur économique et non pas femme opérateur économique, femme ceci ou femme cela. Donc, chaque défi devait être relevé sans tenir compte de ce que j'étais. Lorsque j'ai eu l'occasion aussi, je voulais peut-être de le mentionner, de collaborer avec la chaîne ITV, donc dans l'audiovisuel, en tant que chargée des relations publiques, sur toutes ces expériences, jamais je ne me suis demandé est-ce que le fait que j'étais femme était un avantage ou un inconvénient. S'il fallait aller sur le terrain, par exemple, je ne me posais pas la question. S'il faut entrer dans les abeilles pour prendre des photos, j'entre dans les abeilles et je prends les photos. Donc, ma condition de femme, la question du genre, est une question qui, pour moi, ne devait pas être limitative dans ce que j'avais à faire. Mais je ne percevais peut-être pas que pour mes collègues, mes partenaires, il y avait sûrement des barrières à confier certaines missions. Mais je pense que fondamentalement, ça n'a pas été un problème et ça ne m'a pas posé, ça n'a pas constitué des freins. Et c'est peut-être aussi cette façon de balayer cet aspect-là et donc d'être toujours disponible pour les missions, pour le travail, qu'il soit même salissant. Quand il fallait faire les archives de la FAO, nous avons dû travailler au laboratoire, par exemple, de Farsha, avec des souris, des araignées, dans des dossiers qui dataient d'avant ma naissance. Je ne me suis pas demandé si c'était sale ou propre. Il y a aussi un magasin derrière la FAO qui était dans un état de salubrité particulier, mais je ne me suis pas demandé s'il fallait préserver mes ongles, si c'était sale ou propre, c'était le travail. Donc, jusqu'à entrer dans l'administration publique et constater les difficultés que les femmes avaient à progresser dans leur carrière, pour moi, la question du genre ne se posait pas trop. Elle ne devait pas être primordiale. J'ai appris très tôt qu'il fallait se battre, et souvent 3 fois plus que les hommes. Et quand on est à l'étranger, il y a aussi son origine, qui est un facteur assez rédhibitoire pour l'employeur. Donc, quand on a un emploi, on se donne parce qu'on est femme, parce qu'on est jeune, parce que il faut faire ses preuves au même niveau que les hommes. Donc, il faut oublier de mettre ça en avant. Mais effectivement, maintenant, en constatant toutes les difficultés, tout ce paternalisme condescendant, comme j'aime le dire, dans l'administration publique, oui, je me rends compte que la question du genre, elle mérite d'être discutée, elle mérite vraiment d'être défendue pour qu'on arrive à un pays dans lequel le développement a vraiment ce visage genré, parce que la femme apporte autant que l'homme à l'économie, elle apporte autant que l'homme en termes de performance, et d'ailleurs, dans certaines structures, souvent même industrielles, on préfère travailler avec des femmes qui sont souvent réputées être plus méticuleuses, mais plus minutieuses et plus patientes avec certains process que les hommes. Donc aujourd'hui, c'est une question que je regarde au quotidien, oui. Alors oui, l'étendard des femmes depuis 2018, c'est bien l'ordonnance 12. C'est lui qui nous donne comme ce quota minimum dans les fonctions électives et nominatives. C'est une disposition qui n'existe pas partout, du moins on l'a souvent répété que nous étions d'ailleurs chanceuses d'avoir cet acte qui nous permet de nous en prévaloir
Pour ça, nous en sommes vraiment reconnaissantes au maréchal Idriss Déby Itno, paix à son âme, pour ce courage qu'il a eu en constatant déjà, en étant convaincu par le plaidoyer des femmes, mais aussi en constatant leur engagement sur les différents axes de notre économie et de notre vie sociale. Et aujourd'hui, nous avons déjà cet outil fort qui nous permet de constater les efforts qui sont faits en la matière. Aujourd'hui, il y a aussi un observatoire du genre qui est créé et qui permettra effectivement d'avoir un suivi plus rapproché de la mise en œuvre de cette loi. S'il y a eu loi, ça veut dire que la cause de la promotion des femmes dans l'appareil administratif est une cause qui était vraiment peu entendue et qu'il a fallu avoir recours à un outil assez contraignant pour que on tienne compte de cet impératif, celui d'inclure les femmes dans les process de promotion. Donc, il y a déjà sur le plan de la vie publique cet outil-là dont nous disposons. Maintenant, pour le secteur privé, effectivement, il y a des dispositions qui ont été prises. Il y a le Fonds pour l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes qui est là et qui doit permettre aux femmes aussi d'avoir accès à l'accompagnement bancaire dans leur projet, dans la mise en œuvre de leur projet. Le Code des marchés publics aussi ouvre un accès préférentiel aux femmes pour qu'elles puissent elles aussi répondre aux appels d'offres, ce qui avait été pendant assez longtemps, lorsque j'étais à la Chambre de commerce, c'était effectivement un sujet de plaidoyer. Donc, il y a des dispositions qui sont, en tenant compte aussi de nos diverses contraintes, prises pour que la question de l'inclusivité de la femme devienne une réalité. Et vous voyez, il y a aussi des dispositions qui permettent de suivre la mise en œuvre effective des directives, des instructions en la matière. C'est un chemin qui sera sûrement encore long à parcourir. Celles qui nous ont précédées et qui ont pu nous donner accès aujourd'hui à certains droits qui nous paraissent être une évidence, ont eu aussi un long chemin à parcourir, et nous devons persévérer dans la voie de la défense de nos droits, de la question de notre promotion, mais nous devons le faire non seulement en termes du discours, mais en montrant notre disponibilité à nous approprier les dispositifs. Alors, le monde rural, c'est un monde fascinant. C'est un monde fascinant, c'est un monde qui regorge de potentialités d'abord naturelles, mais dans lequel il y a des hommes. Il y a des hommes et des femmes qui se donnent dans des conditions pas très évidentes pour produire, pour créer, pour s'adapter, et qui démontrent une résilience qui est formidable. Nous avons souvent l'impression, lorsque nous parlons du monde rural, qu'il est très loin. Mais non, il n'est pas très loin. Le monde rural est à nos portes. Et sans entrer dans un espèce de génisme, quand on parle du monde rural, il y a une réalité qui est la nôtre et qui dit que nous sommes. Notre pays est un pays qui est encore principalement rural et qu'il faut vraiment prendre la question du développement rural à cœur, parce qu'on ne peut pas parler d'essor économique dans notre pays avec un monde rural qui est à la traîne. Les efforts doivent se concentrer réellement là, parce que ce sont des richesses qui sont encore inexploitées. Il y a des zones de notre pays qui représentent d'énormes potentialités en matière de développement, mais qui sont ignorées, qui ont été ignorées et que de plus en plus nous regardons. Mais il y a fort à faire et il y a tout à gagner à mettre vraiment l'accent sur le monde rural, à aider les paysans à mieux produire, à faciliter la pénibilité aussi du travail, surtout pour les femmes. Si aujourd'hui vous faites le terrain, vous vous rendrez compte que tout au long de votre chemin, vous verrez beaucoup plus de femmes que d'hommes dans les champs. Et ça, ce sont des réalités. Mais c'est un monde auquel nous sommes encore trop étroitement attachés pour parler du monde rural comme une réalité qui est très lointaine. Nous lui devons tout et nous lui devrons notre développement économique. D'où il faut lui porter une attention particulière
avec des mesures, des politiques qui soient adaptées au niveau déjà de développement que nous avons à nos réalités et bien sûr en tenant compte de là où nous voulons arriver. Donc c'est un monde que j'ai découvert tant dans sa beauté que dans ses potentialités et pour lequel donc je ne cesse de plaider et pour lequel j'ai aussi un réel plaisir, vers lequel j'ai un réel plaisir à partir très souvent. La transformation, c'est vraiment c'est un secteur qui peine. C'est un secteur qui peine réellement au Tchad. Nous avons beaucoup de produits qui sont transformés au quotidien, mais nous ne disposons pas encore des organismes qui peuvent aujourd'hui certifier de la qualité, l'innocuité des aliments pour qu'ils puissent même être un tant soit peu exportés. Les conditions de production de ces produits qui sont produits de manière assez artisanale font que le produit n'est pas vraiment attractif, même quand il est vendu localement, parce que les conditions de production, effectivement, ne sont pas des plus faciles. L'accès même aux emballages, si on veut avoir des produits bien présentés, c'est vraiment la croix et la bannière pour ces femmes qui sont, ce sont majoritairement quand même des femmes qui sont dans le secteur de la transformation. Elles évoluent vraiment, elles font de leur mieux pour valoriser les productions tchadiennes, pour valoriser les potentialités tchadiennes à un deuxième niveau, c'est-à-dire qui sortent du niveau brut, donc vraiment avec une première ou un deuxième niveau de transformation, mais pour lequel il y a un réel soutien qui est nécessaire. Je pense que si on arrive à booster ce secteur, alors notre pays gagnera en renommée, en prospérité et en attractivité. Mais c'est impressionnant de voir ce que le secteur de la transformation au Tchad est capable de produire. Le secteur privé qui est porteur de l'économie nationale, du développement, mériterait à être encore plus structuré et surtout accompagné. C'est un secteur qui est en souffrance, qui a des aspirations, mais qui nécessite d'être encore mieux défendu et mieux structuré. Nous avons des opérateurs économiques qui, à un moment, ont bien compris l'obligation d'aller vers la diversification économique, mais malgré le cadre institutionnel qu'on a bien voulu mettre en place, ont du mal à se réorienter. Est-ce que la tradition du acheter-vendu a été tellement lourde dans nos pratiques qu'il est difficile de s'en défaire pour regarder vers autre chose? Sûrement. Mais c'est un secteur en tout cas qui reflète ses ambitions, une certaine dynamique, et pour lequel il faudrait porter encore une attention plus appropriée. Pour ce qui est du secteur public, il y a la question de la performance à améliorer, la performance en général, et pour ça, il faut aussi inciter et pousser les agents du secteur public à s'impliquer d'une certaine manière, à donner encore plus on dirait pratiquement de rentabilité, une meilleure productivité dans les résultats attendus. Les différentes réformes qui sont entreprises, même au niveau de notre département, justement, visent à permettre aux agents déjà de notre département et des autres départements, parce que lorsqu'on parle de la modernisation, lorsqu'on parle de la digitalisation, ce sont des process qui ne peuvent que faire, ce sont des réformes qui ne peuvent que faire tache d'huile et qui vont amener l'ensemble des administrations à aujourd'hui avoir des process de travail qui soient plus modernes, qui soient plus dynamiques, qui demandent beaucoup plus d'implication, mais aussi beaucoup plus de rapidité. Donc, le secteur public va gagner avec les réformes qui sont en cours et espérons qu'il pourra tirer encore mieux, d'ailleurs, c'est l'objectif d'ailleurs, c'est de tirer encore mieux le secteur privé vers sa vocation, c'est-à-dire de créer de la richesse et de porter le développement d'un pays. Alors, le FAGAS,
c'est le Fonds africain de garantie et de coopération économique. Le FAGAS permet, c'est une institution financière internationale qui permet la mise en œuvre d'investissements à travers les banques. Donc le FAGAS, en fait, il apporte la garantie nécessaire, qui est d'ailleurs un des majeurs freins à la mise en œuvre des projets, puisque la plupart des promoteurs ont de la peine à présenter les garanties demandées. Et donc, le FAGAS ne travaille pas avec les opérateurs économiques directement. Le FAGAS signe des conventions avec les banques il leur facilite de mettre à disposition les crédits pour que les porteurs de projets puissent mettre en œuvre leurs projets. Donc, le mécanisme est tel qu'on va avec son projet au niveau de sa banque. Bien sûr, le projet ficelé, il faut qu'il y ait le business plan, etc. Il faut un projet, donc un dossier ficelé qui va au niveau de la banque, je simplifie, donc qu'il évalue et qui le renvoie au FAGAS. Et au niveau du FAGAS, il y a différentes commissions selon la taille et la nature des projets présentés. Donc, eux, là, au niveau, ils sont à Cotonou. Le directeur général actuellement, d'ailleurs, est un Tchadien, l'ancien ministre de l'économie, M. Ngueto Tiraina. Donc, ils évaluent ce projet en commission, en conseil. Et une fois l'accord donné, la banque donc a la facilité de déclencher le prêt pour le promoteur. Voilà comment fonctionne le FAGAS. Le FAGAS est un facteur très important en termes de développement économique du secteur privé, mais aussi il intervient au niveau des investissements de l'État. C'est un facteur très important, c'est un outil très important et pour lequel je plaide, parce qu'aujourd'hui, la plupart de nos porteurs de projets ne peuvent pas présenter les garanties exigées par les banques et donc ils restent là avec des projets souvent intéressants, mais faute de garantie, ils ne se voient pas accorder de prêt. Aujourd'hui, le FAGAS offre cette possibilité. Donc, à titre d'exemple, chaque fois que le FAGAS vient, comme lors de leur dernière mission, nous essayons d'avoir des séances de travail avec les banques, avec la Chambre de commerce aussi qui est directement impliquée et le FAGAS, pour voir un peu le niveau d'appropriation des services du FAGAS. Il y a encore fort à faire, mais le FAGAS peut effectivement fortement contribuer à l'inclusion pour la simple raison que de plus en plus, ces promoteurs qui n'arrivaient pas à trouver de crédit aujourd'hui ont une garantie, bien sûr, qui leur vient de l'extérieur et que le FAGAS apporte et qui permet donc aux banques d'être suffisamment en confiance pour déclencher. Il faudrait, et c'est aussi souvent un sujet d'échange avec le FAGAS, trouver la clé qui permette, parce que lorsqu'on parle d'inclusion, c'est sur une certaine verticalité, il faut aller au plus bas possible, de mieux collaborer avec les établissements de microfinance qui s'adressent aussi à des petits porteurs de projets, mais qui sont assez limités dans leur capacité. Et donc, aujourd'hui, ce qui est attendu, c'est aussi cet aspect-là, c'est-à-dire une meilleure collaboration, non seulement avec les banques, mais un nouvel axe qui s'ouvre avec les établissements de microfinance qui font face tous les jours à des projets qui ne peuvent pas intéresser les banques de par aussi leur vocation, les banques commerciales, je veux dire, qui peuvent très bien être des porteurs de projets, des clients intéressants pour les établissements de microfinance, mais on a toujours besoin de cette question de garantie pour pouvoir assurer même à ce niveau-là la pleine inclusion. L'ARD est un parti d'obédience fédéraliste. C'est un parti qui prône donc les valeurs du fédéralisme en tant que solution idoine pour le développement du Tchad, un pays qui est riche en diversité humaine, un pays qui est riche en potentialités naturelles et qui aspire aussi à mettre un accent particulier sur les valeurs, sur les richesses du Tchad. L'ARD prône l'unité des Tchadiens,
prône les valeurs de travail, prône la paix, prône le développement à travers la considération humaine, parce que l'homme est au centre de la question du développement dans les idéaux que l'ARD développe. L'ARD aujourd'hui est en train d'aller, comme tous les partis, avec beaucoup d'espoir vers le dialogue. Dans cette période de transition que nous menons, nous mobilisons nos forces pour être là à ce rendez-vous de l'histoire et regarder avec nos frères et sœurs, toucher du doigt les mots du Tchad. S'il y a une maxime, fonce. En fait, non, je ne me motive pas par rapport à une maxime particulière. Je ne pense pas en avoir besoin. Mais il y a tellement de défis à relever. Et surtout, il n'y a pas de petite expérience dans la vie. C'est ce qui justifie aussi peut-être la qualité de l'expérience professionnelle que j'ai eue. C'est qu'il n'y a pas de petite expérience. Et tout est bon tant que ça édifie, tant que ça forme l'homme. Il n'y a pas de petite expérience, mais tout ce qu'on a à faire, il faut vraiment le faire du mieux qu'on peut parce que ça sert. Donc moi, je n'ai pas de maxime et je fonce. On relève les défis, on fonce et notre pays regorge des défis. Donc il faut se retrousser les manches et y aller parce que c'est un boulevard de défis qui est là et qui se présente devant nous.